Derrière nos paysages, derrière les plantes qui nous entourent, au fond des sols, il y a une coopération, une interaction invisible qui permet tout ce que nous voyons et qui permet la croissance des plantes, des champignons sur les racines. Sur les arbres, c'est assez facile à voir si on regarde de près. On voit du champignon qui entoure la racine comme une chaussette. Ainsi, ces racines ne sont pas vraiment seulement des racines, c'est aussi du champignon. C'est un peu des deux, c'est ce qu'on appelle une mycorhize. Il y a du champignon, myco, et de la racine, rhiza. Sur les plantes herbacées, c'est un peu plus difficile à voir, mais dans 9/10 des cas, quand vous observez de très très près une racine, alors très très près, c'est au microscope, vous pouvez voir qu'elle contient aussi du champignon, alors même qu'elle est saine, et ce qu'on appelle des racines à l'œil, ce sont souvent des mycorhizes. Et ces mycorhizes sont tout à fait vitales pour les plantes, tout autant d'ailleurs que pour les champignons qui les conçoivent. Les plantes donnent aux champignons des sucres et des vitamines sans lesquels ces champignons-là ne se développeraient pas, tandis que les champignons, eux, vont faire les courses pour la plante. Ils ramènent de l'eau et des sels minéraux et ils arrivent ainsi à contourner, pour la plante, ils aident la plante à contourner le fait que le sol est extraordinairement dilué en ressources. Il y a plus. Les partenaires s'entraident. Il y a une protection réciproque qui notamment permet aux plantes d'éviter les maladies, ou tout au moins certaines maladies, et des toxiques du sol comme le calcium, les métaux lourds ou d'autres agressions. Cette association, c'est une association que les équipes auxquelles je participe, au Muséum à Paris, à l'Université de Gdansk en Pologne et puis aussi en Chine, c'est une association qu'on essaie de travailler et notre rapport spécifique, c'est de comprendre qu'en fait, ce n'est pas une association d'un champignon et d'une plante. C'est un réseau où un même champignon est capable de coloniser finalement plusieurs plantes dont il va rencontrer les racines et d'établir des mycorhizes sur plusieurs plantes indépendantes, un réseau où les plantes sont reliées par des champignons. Bon, chaque plante est associée à quelques dizaines de champignons différents selon ses racines, et d'ailleurs on peut aussi voir ça comme un réseau où différents champignons sont connectés par des plantes qu'ils partagent. Mais la réalité écologique est que ceci est un réseau. Ce réseau entre plantes, je vais vous donner un exemple pour vous convaincre de ça, d'une étude déjà assez ancienne qu'on avait fait avec un collègue en Corse, dans une forêt, la forêt du Fango, où il n'y a pas grand-chose. Hein. La vérité, c'est qu'il y a du chêne vert et de l'arbousier, donc c'est pas très 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 varié. Et on a piqué à la main 15 000 mycorhizes là-dedans. On a regardé qu'est-ce qu'il y avait comme champignons. Alors, vu du côté des champignons, c'est moins ennuyeux, hein, il y a 520 espèces de champignons, mais si on regarde maintenant en termes de pourcentage des racines, les racines qui sont colonisées par des champignons qu'on n'a que sur le chêne vert, ou que sur l'arbousier, ou bien le pourcentage de racines colonisées par des champignons qu'on a sur les deux partenaires, et bien là on s'aperçoit que 70% des racines sont colonisées par des champignons qui sont susceptibles de relier le chêne vert à l'arbousier le plus proche et vice-versa. Il y a bel et bien un réseau et les plantes de la même espèce ou d'espèces différentes sont susceptibles d'être reliées par des champignons. Et ce réseau-là, c'est ce que nous étudions et c'est ce qui a été beaucoup raconté aux gens. Beaucoup raconté et beaucoup vulgarisé sur la base d'expériences comme celle qui suit et qui nous suggère que ce réseau social, c'est un réseau d'entraide. Suivez-moi. Nous allons au Canada, nous sommes dans la fin des années 90 et Suzanne Simard fait un travail sur des petits arbres, hein, ils ne sont pas très hauts. Il y a des pseudotsugas, qu'on appelle aussi des douglas, il y a des bouleaux, et puis des thuyas. Et les bouleaux et les douglas partagent les mêmes champignons, ils sont en réseau. Les thuyas, eux, ont aussi des mycorhizes, mais avec des champignons complètement différents, ils sont hors de ce réseau. Bon. Et ce qu'elle réalise, c'est un marquage des produits de la photosynthèse en fournissant au bouleau du CO2 enrichi en carbone 14 et au Douglas, au pseudo-tsuga, du CO2 enrichi en carbone 13. Donc on va pouvoir savoir où vont les produits de la photosynthèse et elle va traquer le transfert à partir du bouleau et du Douglas vers les autres arbres qui poussent. Et ce qu'elle montre, c'est que, étant en réseau, le thuya ne reçoit absolument rien, ni du Douglas, ni du bouleau. Mais en revanche, le bouleau reçoit du Douglas et le Douglas reçoit du bouleau. Et quand on fait le bilan, eh bien c'est le bouleau qui gagne en quelque sorte. Il reçoit un flux net de carbone venu des bouleaux. Et d'ailleurs, il en reçoit d'autant plus qu'il est à l'ombre, un peu comme si le bouleau venait le sauver de la pénombre. Des expériences comme ça, il y en a eu plein de faites. Et elles ont contribué à l'idée que ce réseau était un réseau d'entraide. Et ce n'est pas exclu.
Mais ce que je viens de vous montrer, c'est un instantané. Un peu comme celui où je suis en train de prendre la monnaie que me rend le boulanger. Si vous faites cette photo, vous avez l'impression que le boulanger me paye. Et si on regarde le budget sur l'année, on n'a pas beaucoup de travaux qui font ça, mais on arrive à 3 fois rien de carbone donné par une plante à l'autre. Il y a des travaux aussi qui ont montré que quand des plantes sont reliées par un réseau, si l'une est attaquée par un champignon, ou un virus, ou un insecte, les plantes qui sont reliées par des champignons communs sont susceptibles d'accumuler des défenses qui leur permettront de résister à cette attaque et qui en quelque sorte les prémunissent. Mais c'est des expériences en serre. Quand on a cherché les preuves de ça en forêt ou dans les champs, on n'en a pas encore trouvé. Bon, on n'a pas beaucoup essayé parce que c'est pas facile. Mais le bilan, c'est qu'on a surraconté une entraide, là où il y a bien un réseau, mais pas que des entraides. Et c'est là qu'est la désillusion. C'est qu'il existe bien un réseau, oui, mais ce réseau n'est pas forcément un réseau d'entraide. Et je vais vous dire, la réalité, c'est que des plantes qui sont au coude à coude, elles sont en compétition pour la lumière, elles sont en compétition pour les ressources du sol. Aider le voisin ressemble à une terrible, mauvaise idée. Comment se fait-il qu'on observe des choses pareilles ? Je vais vous montrer quelques travaux qui suggèrent qu'il y a un coût pour certains et que ce n'est pas que de l'entraide pour tout le monde. Et puis je vais même vous montrer des truands qui utilisent ce réseau. Suivez-moi. Ces réseaux existent, mais sont-ils des réseaux d'entraide ? C'est pas ce que dirait le sorgho au voisinage du lin. Alors, on a un petit pot là où on a des sorghos qui poussent avec des lins, et on a mis un seul champignon qui va faire des épousailles, des mycorhizes avec les racines du lin et du sorgho. On a donc un réseau qui les relie. Et alors, la particularité du lin et du sorgho, je passe sur les détails, c'est qu'en fait, ils font une photosynthèse qui est un petit peu différente et donc ils ne contiennent pas autant des deux formes de carbone que sont le carbone 13 et le carbone 12. Du coup, s'ils nourrissent le champignon, on va savoir qui nourrit en fonction des teneurs respectives en carbone 12 et en carbone 13. Bon, le bilan de ça, c'est qu'on voit que le sorgho donne beaucoup au Rhizophagus, le champignon qui mycorhize les deux protagonistes de cette histoire, et le lin un peu moins. Maintenant, fournissons du phosphore radioactif au Rhizophagus, au champignon. Et voyons à qui il va le donner. Et là, surprise, le lin en reçoit beaucoup, le sorgho pas beaucoup, pourtant il paye plus. Oui, en fait, le sorgho, le coût d'acquisition du phosphore pour le sorgho est beaucoup plus élevé que pour le lin. Et c'est possible simplement parce que le sorgho nourrit un champignon qui va surtout aider le lin à se procurer du phosphore. Voilà l'histoire. Alors vous pouvez voir ça comme une entraide, mais quelqu'un paye. Et finalement, on peut se demander qu'est-ce qui prend au sorgho d'accepter une pareille situation ? Ça, c'est une question naïve. C'est une question qui revient à prendre le champignon pour un tuyau. Une simple fibre pour l'information ou un simple tuyau pour la matière. La réalité dans ce réseau, c'est que le champignon est vivant et il a lui-même son propre intérêt. C'est peut-être lui qui organise toutes ces histoires-là. S'il joue au Robin des Bois, c'est peut-être que pour lui, si jamais une plante gagne la compétition, il ne sera plus dépendant que de cette plante et si elle vient à mourir, il n'aura plus rien. Limiter la compétition, répartir les ressources, égaliser les chances, c'est avoir autant d'usines photosynthétiques qui persistent toutes, de telle sorte que si l'une vient à périr, les autres y suppléent. Et ça revient à se demander si ces réseaux ne sont pas aussi organisés par les champignons qui en sont des protagonistes. Je continue avec un autre exemple. Dans mon autre exemple, je vais maintenant m'intéresser aux travaux de recherche que j'ai faits il y a quelques temps, je vais vous montrer les truands. Au tout début de ma carrière, je m'étais intéressé à une orchidée forestière de chez nous qui avait l'intérêt d'être facilement accessible en bus ou en métro même, autour de Paris. La Néocie nid d'oiseau, qui est une orchidée non chlorophylienne. Comment se nourrit-elle ? On l'appelle la Néocie nid d'oiseau parce que ses racines forment un dense buisson, comme un nid d'oiseau, assez court, qui rappelle un nid d'oiseau, donc, mais qui est surtout un ensemble de mycorhizes. C'est bourré de champignons. Et en fait, c'est ce champignon qui apporte du carbone et des ressources que la photosynthèse ne fournit pas à cette orchidée. Alors, la question, c'est, ce champignon, lui, où va-t-il faire son marché ? Où se nourrit-il ? Et ce que les travaux que j'avais faits à l'époque montrent, c'est qu'en fait, on trouve les mêmes champignons sur les mycorhizes des arbres voisins. Et non seulement les mêmes espèces, mais en plus, quand on s'intéresse génétiquement à des petites différences dans le génome,
les mêmes individus. En fait, cette plante-là est tout simplement une plante qui s'est adaptée à utiliser le réseau pour se procurer son carbone. Une telle adaptation est parfaite à la vie en sous-bois, où il y a très peu de lumière et où donc la plante arrive à se passer de photosynthèse, entièrement nourrie par des champignons partagés, qui se nourrissent sur l'arbre en carbone et en fournissent une partie à la plante. Je ne suis pas sûr que le champignon en tire grand-chose, je ne suis pas sûr que l'arbre en tire grand-chose. Je vous ai parlé de truands. Ici, ça ressemble fortement à un réseau social que manipulent certains. Alors, des champignons et des plantes comme ça, on en connaît d'autres scénarios. On a des plantes comme la monotrope, qui est plutôt de la famille des bruyères, quant à elle. Et dans les forêts tropicales, qui sont très sombres, on a au fond de ces forêts des petites plantes assez communes pour qui sait les chercher. Par exemple, pour parler des forêts d'Amérique tropicale, on a des plantes comme les Voiria, qui sont de la famille des Gentianacées, ou bien les Apteria et les Gymnosiphones, qui sont de la famille des Burmaniacées. C'est assez commun, c'est assez insignifiant d'ailleurs, parce que c'est complètement blanc ou peu visible sur les feuilles mortes. C'est une situation assez commune que l'exploitation du réseau mycorhizien par des plantes qui ne font plus la photosynthèse, nourries qu'elles sont par le carbone amené par le champignon à partir d'autres arbres qui croient naïvement avoir gagné la compétition pour la lumière. On s'est intéressé aussi, et on a découvert des phénomènes semblables chez des plantes vertes, celles-là, qui vivent en sous-bois. Tiens, je vous présente 2 orchidées de nos régions, une épipactis et une céphalanthère. Ces plantes de sous-bois, elles font la photosynthèse, mais certains individus blancs, complètement dépourvus de chlorophylle, sont capables de survivre. En fait, ces individus-là, vous savez, c'est tout simplement des individus qui sont nourris par le réseau mycorhizien, et en fait, ils nous révèlent que même les individus verts sont en partie nourris par le réseau mycorhizien, et que ça les adapte très bien à la vie en forêt où il n'y a pas beaucoup de lumière, donc on ne peut pas faire beaucoup de photosynthèse. Voilà, je vous ai présenté les coups, je vous ai présenté les truands. Que reste-t-il de nos illusions ? Un réseau, c'est sûr, mais l'idée qu'il n'est qu'un réseau d'entraide serait croire que tout réseau social est nécessairement bon. En fait, il reste quand même quelque chose. Cette association existe bien, elle fonctionne bel et bien, et elle fait des réseaux. Alors justement, pourquoi ne pas utiliser ces réseaux pour favoriser certaines plantes que nous voulons favoriser ? Ce n'est pas une vision de l'esprit. Encore une expérience ici, qui consiste à regarder des plantules de chêne rouge qu'on a plantées à côté d'adultes ou loin des adultes. Et donc, sous les adultes, il y a les champignons nourris par les adultes. Loin des adultes, il n'y en a pas. Regardons, à 4 et 16 mois, la quantité de racines, le pourcentage de racines mycorhizées. Vous voyez qu'il explose, il est pratiquement 4 fois plus important quand il y a des adultes autour. C'est simplement que ces adultes nourrissent des champignons auxquels ces plantules peuvent se connecter, alors que si elles sont seules, elles doivent les nourrir elles-mêmes et elles n'ont pas les capacités de nourrir grand-chose. Et elles sont donc beaucoup plus limitées en partenaires, faute de moyens. Dans le cas où il y a des adultes, c'est les moyens des adultes qui payent ces champignons, qui les nourrissent. Alors qu'ils les nourrissent, parce que quand on regarde l'effet maintenant, toujours à 4 et 16 mois, sur la teneur en phosphore ou la teneur en azote, on s'aperçoit que c'est un effet très positif. Et les voilà qui grandissent, souvent d'ailleurs nourris par leur mère, car un gland tombe souvent près de sa mère. En fait, ici, vous avez des champignons prépayés par les adultes, et on a vraiment envie d'utiliser ce prépaiement du réseau pour tout un tas de plantes que nous voudrions développer. Pour ça, il y a des choses qu'il ne faut plus faire. Une coupe à blanc, c'est la promesse que tous les champignons vont mourir, faute d'arbres pour les nourrir. Et quand vous allez replanter des choses après, vous allez perdre du temps ou devoir mettre des engrais pour compenser l'absence de champignons qui pourtant étaient là au départ. Il ne faut surtout pas, bien sûr, en plus, labourer ces sols, ce qu'on fait pourtant dans certains types de foresterie, sous prétexte d'en remonter la fertilité vers la surface. D'ailleurs, en fait, de labour, c'est une très mauvaise idée aussi dans les écosystèmes agricoles. Bon, déjà, ça augmente l'érosion d'une façon catastrophique, mais en plus, ce qu'on voit, c'est qu'on a déchiré les filaments de champignons, ils ne sont plus là et de toute façon, ils ne sont plus nourris puisqu'il n'y a plus de plantes. On voudrait, au contraire, sinon supprimer le labour, au moins s'assurer qu'en hiver, les sols sont couverts d'une végétation qui, bien sûr, empêchera l'érosion, mais surtout va nourrir des champignons mycorhiziens dont pourront hériter les plantes, les récoltes que nous espérons, ce que nous sèmerons l'année suivante.
Ça s'appelle des cultures intermédiaires. On peut aussi d'ailleurs mettre des arbres qui n'ont pas tout à fait les feuilles au même moment. Vous voyez très bien que là on est à la récolte des céréales et on a des arbres qui sont encore verts et donc vont encore nourrir des champignons. On peut, disais-je, mettre des arbres qui vont contribuer à nourrir les champignons quand les cultures annuelles ne sont pas là. Ça s'appelle de l'agroforesterie. Et regardez plutôt, en fonction de la distance aux arbres, la quantité de mycorhizes qu'on a sur du blé qui pousse sous des noyers. Eh bien, vous voyez très bien que même si l'ombre est sans doute pas très bonne pour les plants qui sont à côté des arbres, il y a beaucoup plus de champignons sur les racines parce que tout ça est nourri par les arbres et les plantes qui poussent sous les arbres, d'ailleurs, aussi. Alors, on peut aussi mettre des haies. Au moins, à côté de la haie, l'effet d'ombrage, la présence de la haie sera remboursée par des champignons qui auront été entretenus avant la venue des cultures annuelles. On peut aussi, quand on a des arbres, un verger par exemple, ou de la vigne, quand on a des ligneux, on peut très bien entretenir un sous-étage, des interrants, où on a des plantes qui vont nourrir des champignons pendant l'hiver ou au printemps avant que les feuilles ne se développent. Un exemple de ça, voilà la comparaison de la quantité de mycorhizes qu'on a sur les racines de la vigne quand elle est seule, sur 6 mois, ou quand on a planté en interrant de la tanésie. Alors ça ne marche pas tout le temps, il faut trouver les bonnes plantes, mais en fait la tanésie est en train de payer un réseau mycorhizien qui va bénéficier, avec lequel la vigne va pouvoir établir des contrats ensuite. Que reste-t-il de nos illusions ? Sans doute pas la croyance naïve que le réseau social des plantes est un réseau d'entraide, mais bel et bien un outil au service des agriculteurs et des forestiers. Un outil de ce type d'outil qui utilise nos connaissances en écologie pour produire du bois, pour produire de l'alimentation, pour produire des matériaux. Un outil de l'agroécologie. Ce réseau, ce n'est pas une illusion d'imaginer que demain, il est une des façons de mieux nourrir les plantes, de mieux les protéger, donc de réduire les engrais et de réduire les pesticides. Nul doute que ce réseau est un espoir demain, que l'agroécologie nous permettra de faire mieux avec le réseau que nous faisons sans prendre en compte ce réseau.